Mesdames et messieurs, merci de nous avoir rejoints pour ceux qui ne seraient intéressés que par l'après-midi, et merci à toutes et tous les autres. Nous allons reprendre avec une séance qui sera plutôt consacrée aux arbres poétiques, arbres politiques, à l'aspect esthétique, philosophique et artistique de ce sujet. J'accueille Éric de Rubercy. Éric, vous êtes essayiste et critique littéraire. Vous êtes membre du comité de rédaction de la Revue des Deux Mondes et directeur de la collection L'Esprit et les Formes chez Klingsik. Vous êtes très connu comme traducteur d'allemand et pas des œuvres les plus faciles, comme des poètes du XIXe siècle. Et à ce titre, vous avez d'ailleurs reçu le prix Nelly Sachs 2004. C'est le plus prestigieux prix dans le domaine de la traduction. Vous avez également écrit sur la peinture dans ma bibliothèque. J'ai 1 ou 2 livres que vous avez écrits. Et puis, en fait, vous êtes un cas un peu particulier, car votre passion pour les arbres et les jardins vient de votre enfance. Vous avez hérité de votre famille une demeure dans le Loiret, avec un parc paysager d'une grande valeur historique, puisqu'il a été créé dans les années 1820 par le célèbre paysagiste Paul de Choulot. Vous y habitez à l'année. Et donc, vous avez finalement, comme nous, l'expérience de la gestion d'un jardin historique avec un rapport intime avec vos arbres qui ont vraiment une valeur patrimoniale. Je pense notamment à vos cèdres plus que centenaires. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et il y en a 2 que vous avez publiés sur les arbres que je ne saurais que trop recommander. Des poètes et des arbres, une promenade anthologique parue aux éditions de La Différence en 2005, et puis La matière des arbres en 2018 chez Klingsik dans la collection De Natura Rerum. Alors c'est un ouvrage hybride, pas tout à fait une anthologie, pas tout à fait un livre d'histoire des jardins, un livre d'une extrême finesse et d'une grande sensibilité, subtilité. Et d'ailleurs, il y a une deuxième partie dans laquelle vous parlez admirablement de ce domaine familial et de vos chers arbres. Alors, toutes ces passions et compétences, vous les avez aussi réunies dans 2 ouvrages récents sur l'histoire des jardins, un ouvrage indispensable sur un des plus grands créateurs de jardins allemands, et même au monde, qui s'appelait donc Hermann von Pückler-Muskau. Il s'agit des aperçus sur l'art du jardin paysager que vous avez traduit pour les non-germanophones et qui a été couronné par le prix historique P.J. Redouté. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les parcs du comte de Pückler-Muskau, il s'agit notamment de ce fameux parc de Muskau en Saxe qui est partagé entre l'Allemagne et la Pologne et qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis vous avez récemment publié avec Stéphanie de Courtois et Marie-Ange Maillet un livre intitulé Esthétique du jardin paysager allemand 18e-19e siècle qui tord un peu le coup à l'idée reçue selon laquelle, finalement, entre le jardin à la française et le jardin à l'anglaise, il n'y aurait pas de 3e voie, alors que, comme on ne le sait pas toujours, l'Allemagne fut et est toujours un grand pays de parcs et jardins qui a su s'émanciper de la tutelle étrangère. Donc je vous laisse maintenant la parole. Vous allez nous parler, bien sûr, des arbres d'écrivains. Et merci, Emmanuel, de cette présentation. Les arbres sont omniprésents dans les livres comme ils le sont dans la nature. Il y a ainsi tant de citations d'écrivains sur les arbres qu'elles feraient à elles seules un gros livre dans lequel tout ce qui constitue la réalité physique s'y trouverait. Et quel livre nous aurions? C'est ce que j'ai tenté de faire avec ce que j'ai appelé la matière des arbres. En effet, les arbres tels que nous les représentent nos sens et notre cerveau, à savoir les racines, le tronc et son écorce, les branches et leurs ramifications, ont toujours retenu l'attention des écrivains. On peut dire que ces derniers ont souvent pris les arbres pour thème favori de leur inspiration, même si, en des temps reculés, ils les ont d'abord investis dans des mythes sans vraiment s'attacher à les décrire comme ils le referont plus tard. Tant et si bien qu'une certaine connaissance finalement des rapports invisibles unissant les arbres aux divinités de l'Olympe est parfois nécessaire à l'intelligence des poètes antiques. Sinon, l'arbre ne fait encore, ici et là, que
l'objet que de notations aussi brèves que le fameux « vente le vent, bouge les ormes », salué comme l'aurore de la poésie au Moyen-Âge. En vérité, ce sont en premier lieu, avec les poètes, que les arbres commencent au XVIe siècle à trouver un écho. Ils ne sont alors plus tant perçus comme les reflets du monde divin, mais comme des expressions du monde sensible. Pour preuve, l'épigramme adressé par Clément Marot à Mademoiselle Dupin, « L'arbre du pin, tous les arbres surpassent, car il ne croît jamais en terre basse, mais sur haut mont sa racine se forme que par forêt où aucun autre endroit on ne saurait trouver arbre plus droit. » Épigramme qui ne cache pas seulement sous le symbole un sentiment délicat, mais témoigne d'un véritable intérêt pour l'arbre et son fier maintien. Et c'est encore le pin dont Ronsard fait offrande à Hélène dans ses sonnets pour Hélène de 1578. Tout le monde connaît « Je plante en ta faveur cet arbre de Cybèle, ce pin où tes honneurs se liront tous les jours. J'ai gravé sur le tronc nos noms et nos amours qui croîtront à l'envie de l'écorce nouvelle. » Et sans doute, Ronsard, soit dit en passant, n'a-t-il rien écrit de plus beau que le vers où il est question des bois dont l'ombrage incertain lentement se remue. En tout cas, les arbres ont toujours gardé, au cours des siècles et jusqu'à aujourd'hui, l'intérêt des poètes, qu'on songe seulement à Paul Valéry et à son dialogue de l'arbre, ou à Francis Ponge et à son carnet du bois de pin. Et ils leur paraissent paisibles, généreux, ils leur proposent aussi, tant qu'ils sont couverts de feuilles, leur ombre et leur verdeur, et puis ils sont un repos pour l'œil. En même temps, les poètes y projettent des idées de paix, de sagesse. En un mot, l'arbre est bien souvent pour le poète une allégorie dont bien sûr celle de l'amour. Alors est-ce finalement la poésie qui donna envie aux écrivains de voir les arbres de plus près? Cela y a certainement contribué, mais c'est surtout à mesure que l'esprit d'observation et de précision se développait que les écrivains furent conduits au réalisme. C'est ainsi que Madame de Sévigné, qui est à peu près la seule auteure au XVIIe siècle à faire un tant soit peu une petite place à la nature dans ses œuvres, cède à la séduction exercée par le spectacle des feuilles en automne. « Je suis venue, écrit-elle, ici achever les beaux jours, et dire adieu aux feuilles. Elles sont encore tristes aux arbres, elles n'ont fait que changer de couleur. Au lieu d'être vertes, elles sont aurores et de toutes sortes d'aurores. » Elle dit que les feuilles deviennent couleur aurore, avec toutes les nuances de l'aurore, mais en réalité, ce serait plutôt les couleurs d'un beau crépuscule quand le soleil déclinant brille encore. À cet égard, le XIXe siècle ouvrira une époque nouvelle. Mais avant cela, au XVIIIe, on peut dire que les arbres prennent dans la littérature, à mesure finalement que se crée une réelle science anatomique des plantes, une place qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Par exemple, l'écrivain botaniste Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur à succès de Paul et Virginie, qui aimait réellement les arbres, en a souvent parlé avec un grand charme, ce qui ne s'était jamais fait auparavant, mais il adoptait encore un tant soit peu un point de vue qui les montrait tout autrement qu'il n'était en réalité, en cela que ses capacités d'observation et ses réelles connaissances botaniques se mélangent à des accès d'imagination poétique. Il dit quelque part, par exemple, que la nature n'a placé les fleurs odorantes que dans l'herbe, sur des tiges basses ou sur des arbrisseaux, mais qu'il n'en est aucune qui s'épanouisse sur un arbre élevé. Bernardin de Saint-Pierre oubliait tout simplement l'acacia, ou plutôt le pseudo-acacia, c'est-à-dire le robinier, dont la fleur, comme l'écrit Jean Giono, a le parfum des péchés capitaux. Mais on regardait désormais les arbres de plus près. Ainsi, Bernardin de Saint-Pierre, s'il était proche de Rousseau, d'annoncer Chateaubriand, avec qui les arbres rentrent dans un cadre, cette fois naturel,
En même temps, peut-on dire qu'en Allemagne, grâce à Goethe, Chateaubriand, qui écrit dans ses mémoires d'outre-tombe en parlant de la vallée aux loups, « Les arbres que j'y ai plantés prospèrent. Ils sont encore si petits que je leur donne de l'ombre quand je me place entre eux et le soleil. Un jour, en me rendant cette ombre, ils protégeront mes vieux ans. Comme j'ai protégé leur jeunesse, je les ai choisis. Autant que je l'ai pu des divers climats où j'ai erré, ils rappellent mes voyages et nourrissent au fond de mon cœur d'autres illusions. » Au même moment, Goethe écrit, vous le dirai-je, arbre aimé que je plantais plein de pressentiments, alors que les plus merveilleux rêves d'aurore dansaient autour de moi. Cela dit, Chateaubriand, qui provoqua, on peut dire, un épanouissement de la littérature forestière, évoquant les sylves du Nouveau Monde, même avec l'envie de voir de plus près les arbres, décrit bien mal, dans ses mémoires d'outre-tombe, le liquide en barre, un peu comme si ce mot magique le séduisait plus que l'arbre lui-même, dont le feuillage va de l'or sombre et au violet. De la même époque, je citerai encore Alphonse de Lamartine, qui, voyageant en Orient 1833, écrit des cèdres du Liban qu'ils sont les reliques des siècles et de la nature, les monuments naturels les plus célèbres de l'univers, et de composer son fameux « Chœur des cèdres du Liban » après avoir entrepris le pèlerinage des cèdres de Salomon. Ainsi considérés en eux-mêmes et pour eux-mêmes comme des aspects éternels de la nature vivante, les arbres vont-ils se trouver éclairés des lumières incomparable de la connaissance. Il y a donc une entrée de l'arbre dans la littérature beaucoup moins ancienne qu'on ne pourrait le penser. Je dis bien dans la littérature, car sinon les arbres ont laissé beaucoup de traces dans la mythologie gréco-romaine et dans les textes sacrés de toutes les civilisations, à commencer par la Bible au livre de la Genèse. De même, la coutume d'attribuer aux arbres une signification symbolique a toujours été très répandue. Et en disant l'arbre, je ne pense pas non plus aux forêts qui, elles, nous viennent du fond des âges à travers les légendes et les contes. Maintenant, si le botaniste, ou plutôt le dendrologue, l'arboriculteur, sinon le sylviculteur, explique très bien ce que la science sait des arbres, pour autant, l'imagination des écrivains ne brode pas. Au contraire, la littérature porte littéralement témoignage de ce que la science botanique lui enseigne quand ce n'est pas l'écrivain qui, exceptionnellement, anticipe sur la science. Car il aura fallu que ce soit un écrivain, et pas des moindres, en la personne de Michel de Montaigne, qui, le premier, dans son voyage en Italie, en 1581, fasse la découverte de la mémoire d'un arbre avec un cerne de plus qui se forme du côté extérieur du bois pour que la science affirme que l'on pouvait compter le nombre des années de l'arbre par le nombre de cercles dans le corps du bois. Sinon, Walter Scott avait compris qu'un vent dominant conduisait l'arbre à surdévelopper ses racines au vent pour qu'elles jouent le rôle d'un câble de rétention. Et plus globalement, il avait compris que les ébranlements de l'arbre dus au vent étaient transmis aux racines verticales dont la croissance se voyait augmenter. De sorte, écrit Walter Scott, je cite, qu'en même temps que ces arbres projettent leurs branches dans toutes les directions pour se tenir en équilibre et qu'ils contractent leurs tiges afin d'offrir moins de surface et plus de résistance à la tempête, ils multiplient leurs racines pour leur servir d'encre et les enfoncent à une profondeur que n'atteignent jamais les arbres abrités. Enfin, après que soit mise en évidence par la science au XIXe siècle la spécificité de ce phénomène inverse de la respiration humaine qu'est l'assimilation chlorophyllienne, appelée photosynthèse, l'écrivain Alphonse Karr en explique très bien le phénomène dans son Voyage autour de mon jardin, paru en 1845.
Je cite, « La nuit est le temps que les arbres prennent pour aspirer l'oxygène qui est nécessaire à leur existence comme à la nôtre. Le jour, ils en expireront et en rendront à l'air beaucoup plus qu'ils n'en ont pris, l'action du soleil décomposant l'acide carbonique. » L'écrivain allait même également apprendre, avec cette science toute neuve qu'est la chimie, que le sol de la forêt pouvait être violenté. Un exemple avec Thomas Mann qui écrit « On avait commencé par appauvrir de vastes surfaces du sol forestier en les dépouillant constamment sans modération et sans méthode de leurs couches de débris végétaux. On était allé souvent jusqu'à enlever pour les céder à l'agriculture non seulement les couches récentes d'aiguilles et de feuilles mortes, mais la plus grande partie de ce qu'avaient accumulé les années. Enfin, l'écrivain découvre que l'arbre est un vivant social, que l'arbre n'est pas que solitaire, ainsi un regroupement d'arbres constitue-t-il une famille, selon le mot utilisé par Jules Renard. Ils vivent en famille. Les plus âgés au milieu et les petits sont ceux dont les premières feuilles viennent de naître un peu partout, sans jamais s'écarter. Ils mettent longtemps à mourir et ils gardent les morts debout jusqu'à leur chute en poussière. Ils se flattent de leurs longues branches pour s'assurer qu'ils sont tous là, comme les aveugles. Ils gesticulent de colère si le vent s'essouffle à les déraciner, mais entre eux, aucune dispute. Ils ne murmurent que d'accord. Cette intuition poétique des liens d'amitié entre les arbres est d'ailleurs corroborée par les récentes avancées biochimiques analysant la forêt comme un ingénieux système de coopération du vivant. Et nous savons aujourd'hui quel est le pouvoir de l'arbre de modifier le sol sous lui, de prendre le vent, de rendre l'humidité, de filtrer le soleil, de tamiser la pluie, d'équilibrer le plus chaud et le plus froid, tout ce que nous résume parfaitement un écrivain, poète comme Laurent Gaspard. Nous savons, instruits par la curiosité et notre désir de comprendre, que l'arbre assure son ancrage dans le sol, et c'est par cette arborisation souterraine vive qu'il trouve et absorbe l'eau et les éléments nécessaires à son développement. L'eau aspirée vers les hauteurs grâce à l'évaporation importante au niveau des feuilles aide à monter la sève brute vers l'usine photochimique de ces mêmes feuilles où l'hydrogène de l'eau libérée grâce à l'énergie solaire pourra s'unir au gaz carbonique capté dans l'atmosphère et constituer le premier chaînon d'une synthèse glucidique. Quant aux atomes d'oxygène issus de cette cassure des molécules d'eau, ils sont immédiatement livrés à l'atmosphère pour le plus grand bonheur de notre respiration. On ne le dira jamais assez, les arbres, pour toutes ces raisons évoquées, sont absolument nécessaires dans les villes. Et de surcroît, pour ne prendre que l'exemple du jardin des Tuileries, c'est là que l'écrivain suisse d'expression allemande, Paul Nison, nous dit n'avoir pas manqué le bourgeonnement et l'éclosion des feuilles de marronnier et d'en avoir suivi tous les stades. Aux Tuileries, où écrit cette fois Julien Green, il y a de longs espaces sous les arbres, frais et sombres comme des caves. Par un beau jour d'été, quand le soleil dévore les statues, le gravier, les enfants, qu'il fait bon de se réfugier dans cette nuit. Alors, si notre savoir sur les arbres n'a guère changé pendant des siècles, rappelons seulement que Duhamel du Monceau affirmait encore au XVIIIe siècle que c'est l'écorce qui produit l'arbre, eh bien notre savoir va en évoluant provoquer le lent épanouissement des vocations arboricoles dans la littérature, même si ce que l'écrivain écrit relève d'abord et toujours de ce dont son esprit d'observation s'avise en considérant un arbre, un esprit d'observation auquel participe non seulement l'œil, mais aussi le toucher, l'ouïe et l'odorat, car nous voyons par tous nos sens. Surtout, l'écrivain a pour parler des arbres des mots qui disent et définissent très bien ce qu'est un arbre. Un exemple avec Ramuse qui nous parle d'un bel arbre, né d'une graine qui a éclaté dans les profondeurs du sol, et là,
a insinué un petit bourgeon caché qui est sorti bien timidement dans les feuilles mortes et qui, s'enhardissant, s'est épanoui de soleil et de pluie tour à tour, puisant la vie à ses jeunes racines, accrue sans cesse, poussant un tronc, arrondissant enfin une verdure pleine d'oiseaux et qui prend la forme du ciel, alors devenu vigoureux, capable de lutter, ami des vents légers, vainqueur des orages, il porte un fruit qui tombe au temps de sa maturité. C'est par les mots que l'écrivain donne aux arbres leur majesté. Il arrive même qu'il en invente. Ainsi en est-il du mot feuille lolée qui signifie se recouvrir de feuilles pour Apollinaire et uniquement pour Apollinaire lorsqu'il écrit « J'ai vu feuille lolée nos forêts ». En tout cas, le lecteur se représente l'arbre grâce aux mots, mais aussi grâce aux métaphores que l'écrivain utilise pour le lui montrer. Et puis Jean Giono a raconté comment le point de départ de son roman « Un roi sans divertissement » de 1947 avait été un être, et d'entrer en scène le premier dans la narration dès le deuxième paragraphe. Il y a là un être. Je suis bien persuadé qu'il n'en existe pas de plus beau. C'est l'Apollon Cytharède des êtres. Il n'est pas possible qu'il y ait dans un autre être, où qu'il soit, une peau plus lisse, de couleur plus belle, une carrure plus exacte, des proportions plus justes, plus de noblesse, de grâce et d'éternelle jeunesse. Apollon exactement. C'est ce qu'on dit dès qu'on le voit, et c'est ce qu'on redit inlassablement quand on le regarde, le plus extraordinaire, et qu'il puisse être si beau et rester si simple. Aucun écrivain ne résiste en voyant un arbre de grande taille, avec cette dimension du temps inexorable qui s'inscrit si lentement dans les grands arbres, et cela du simple fait que l'arbre dépasse généralement en durée les jours d'un homme. Beaucoup d'exemples mériteraient là d'être cités, aussi bien avec les séquoias ou les cèdres ou les ormes. Moins connu peut-être est l'arbre du Tula au Mexique, qui est en réalité un cyprès chauve dont l'écrivain italien Italo Calvino, l'auteur bien connu du Baron Perché, cherche à découvrir le secret, celui, écrit-il, je cite, d'une forme vivante qui résiste au temps. Voilà un monstre qui pousse, dirait-on, sans aucun plan. Le tronc est un et multiple, comme enveloppé par des colonnes de troncs mineurs qui surgissent adossés au gigantesque tronc central, où s'en détachent comme s'ils voulaient se faire passer pour des racines aériennes qui, telles des ancres, descendraient retrouver la terre, alors que ce sont au contraire des racines terrestres poussant vers le haut. Maintenant, s'il est vrai que rien n'est plus beau qu'un grand arbre presque surchargé de feuilles, les descriptions sont aussi celles d'arbres en hiver, saison qui permet de voir leur architecture, c'est-à-dire la façon dont ils sont construits. Ainsi, la première sensation d'un écrivain est-elle presque toujours celle de la forme de l'arbre, sans doute parce que c'est par la forme, ou du moins par la silhouette ou la stature, que se résout pour lui la question du comment dire, ou plutôt du comment représenter l'arbre par des mots, c'est-à-dire du comment en rendre compte par le langage. Étant entendu que ce qu'on appelle arbre est dépourvu de réalité, qu'il ne s'agit en fait que d'un mot générique, d'une perception abstraite, et que dans les faits, il n'y a que des chênes, des bouleaux, des peupliers, et qu'il y a plusieurs espèces de chênes, de bouleaux et de peupliers. Par conséquent, à chaque variété sa forme et donc sa description spécifique. Ainsi, l'arbre, en littérature, va-t-il de plus en plus s'individuer, et cette condition est, je crois, de toute la plus importante pour une bonne approche de l'arbre, car tout arbre a une manière de se tenir qui le fait arbre et qui s'en va toucher en nous notre esprit d'observation. C'est Yves Bonnefoy, le poète Yves Bonnefoy, qui écrit que la présence de l'arbre doit être tenue pour une personne. Ainsi, de par la personnification à laquelle sont sujets les arbres sont-ils beaucoup plus qu'un simple décor romanesque. C'est-à-dire qu'ayant désormais affaire à quelqu'un, je cite Bonnefoy,
la même vie végétale qui invitait à se perdre à l'infini dans les réseaux d'un apparaître aussi mouvant que multiple se resserre maintenant sur cet être debout, dans un contour, sous des traits qui ne sont plus qu'à lui et que rien ne peut remplacer, comme c'est le cas de personnes qui comptent dans notre vie. On retrouve cette même idée chez Julien Green qui, regardant les bouleaux d'un blanc de craie, écrit « C'est trop beau pour que je l'oublie jamais. Ils se tiennent au bord du chemin comme des personnes. Ils s'agitent très légèrement, avec une sorte d'amitié diffuse, un peu distraite, donnée pour rien à qui passe et à qui en veut. » Et puis maintenant, il y a une constante, c'est que l'arbre, qui ne connaît aucun ennemi plus terrible que l'homme, qui a même pour cela des moyens très professionnels, eh bien l'arbre est toujours l'ami des écrivains. Ils sont généralement les premiers à s'insurger que pour un oui ou pour un non, l'arbre soit jeté à bas, et cela depuis Ronsard et son fameux réquisitoire contre les bûcherons de la forêt de Gâtine, jusqu'à Anouilh ou Giono, en passant par Madame de Sévigné. L'écrivain est de tous les combats dès qu'il s'agit de protéger des arbres menacés d'être abattus. Prince, ah si j'étais prince, que m'importeraient tous les arbres de mes États, s'exclamait Goethe dans Werther. Maintenant, si l'écrivain s'attache à l'arbre parce que c'est une forme vivante qui résiste au temps, ce n'est vrai que dans la mesure où il n'est victime ni de grands vents, d'orages ou de tempêtes, ni même attaqué par la maladie. Celle, par exemple, apportée par le Bostrich typographe, qui est un petit insecte coléoptère qui cause des ravages de plus en plus importants de saison après saison. Alphonse Daudet en faisait déjà la description. Ces Bostriches sont de tout petits vers qui viennent on ne sait d'où par milliards en rangs serrés, choisissent l'arbre le plus fort, le plus beau, le mieux portant, et le prennent d'assaut pour lutter contre ces terribles invasions. Le sapin a sa résine et de toute sa force d'arbre, avec ce suc de sa sève qui en coulant lui emporte un peu de sa vie, essaye de résister à l'ennemi. Il répand des torrents de résine sur le Bostrich et sur les œufs dispersés dans la fibre de son écorce, s'épuise, se dessèche dans cette lutte presque toujours inutile. Et puis on sait aussi les dégâts causés par la pyrale du buis ou par la bactérie Xylella fastidiosa sur les oliviers ou encore par le Cryptostroma cortical qui est ce champignon tueur des érables dont l'écrivain Gérard de Cortanze décrit la mort inéluctable. L'écorce se boursoufle, éclate, laisse échapper une fine poussière noire comme de la suie composée de milliards de spores que le moindre souffle de vent entraîne vers d'autres victimes. Enfin, bien sûr, la graphiose de l'orme évoquée par le poète Dominique Le Buan. L'écorce de l'orme, sous le lierre abrasif détaché du tronc sec, blanchi de mort inconnue, sur elle courra sainement le feu dans la brume d'hiver, car cet arbre, et il fut éternel, ne s'accroît plus que de légende, rejette-t-il encore, sans respirer, sa feuille porte son mal. Il arrive exceptionnellement que l'orme en réchappe. Voici ce que notait en 1990 l'écrivain portugais Miguel Torga dans son journal. « Je suis venu voir l'orme et j'ai voulu superstitieusement voir de près la résurrection qui m'avait été annoncée avec enthousiasme. L'orme, juste verdoyant, se dresse comme avant, majestueux et tutélaire sur la place, avec une espèce de dignité convalescente. Et ce fut bon pour les replis secrets de mon angoisse de voir cette affirmation têtue, physique et lyrique du miracle de la vie. Eh bien, gageons que les ormes nouvellement plantés dans le jardin des Tuileries soient finalement une affirmation têtue, physique et lyrique du miracle de la vie. Je vous remercie.